Bienvenue dans Coalition, le podcast de Sport Power qui donne la parole à celles et ceux qui font le business du sport féminin. Je suis Sophie Sauvage et j'accueille 2 fois par mois à ce micro des championnes, des entreprises, clubs, institutions pour explorer ensemble l'économie du sport féminin, ses modèles de développement et le chemin pour construire une trajectoire pérenne et ambitieuse pour l'ensemble des acteurs sportifs et économiques. Bonne écoute! Bienvenue dans le 5e épisode de Coalition, le podcast de Sport Power. Aujourd'hui, j'ai le privilège, la chance, l'honneur de recevoir 2 immenses championnes, Eugénie Le Sommer, Marie Patouillet. Je vais dire un mot de leur palmarès, mais surtout, je vais vous expliquer pourquoi elles sont dans le podcast Coalition aujourd'hui. Et c'est pour une annonce qui est hyper importante. C'est que Marie et Eugénie sont devenues actionnaires de la plateforme Sport Power. On va expliquer pourquoi dans cet épisode. On va revenir sur leur parcours, sur leur prise de conscience de la valeur économique, sur les challenges qu'elles ont perçus et puis sur la raison de leur investissement. Marie, tu es championne paralympique. On se souvient avec émotion de ta victoire à Paris, donc en cyclisme en poursuite sur piste. Tu es multiple championne du monde sur piste, sur route. Tu as aussi des médailles olympiques de toutes les couleurs, en plus de celles de l'or. Tu as des médailles mondiales de toutes les couleurs aussi. Ta carrière est remarquable. Tu es également médecin généraliste et tu continues d'exercer. Et c'est juste une toute petite partie de tout ce que tu fais. Et toi, tu joues au foot depuis longtemps avec une carrière absolument invraisemblable. Euh, 14 titres de championne de France, 8 Champions League. Tu me dis, hein, si je me trompe. C'est ça C'est pour pas l'instant. facile de tout compter. Pour l'instant, ça va. 200 sélections en équipe de France et tu es la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France avec 94 buts. Voilà, je prends mon souffle. Merci pour votre présence aujourd'hui et surtout merci pour votre investissement dans Sport Power. Marie? Merci Sophie pour, cette présentation simple et efficace. Moi, je suis ravie d'être là, ce soir pour ce 5e podcast avec Eugénie, de le partager avec toi, Eugénie. Je pense qu'on a plein de choses à raconter de passionnant et j'ai hâte, qu'on arrive, à ce moment où on va tout dévoiler. Moi aussi, je suis très heureuse d'être avec vous. Alors moi, c'est pas ce soir, c'est cet après-midi parce que je suis depuis le Mexique, mais très heureuse de faire partie de l'aventure. Et en fait, je trouve ça aussi, très intéressant d'avoir, 3 personnes qui sont un peu, de différents univers, même si bon, Sophie est liée au foot, mais quand même, ton parcours est aussi, fait de plein d'autres choses et Marie également, où, moi j'apprends à découvrir aussi, l'univers paralympique, mais aussi tout ce que tu fais en dehors et donc voilà, donc c'est hyper intéressant pour moi, enrichissant d'avoir des personnes, qui sont ensemble, d'univers différents. Ça permet aussi de découvrir d'autres choses et c'est aussi le principe, de cette, alliance, on va dire. Exactement. On va revenir un petit peu sur vos parcours personnels, parce que quand on a la chance de pouvoir, vous parler, c'est quand même important de revenir un petit peu, mais on va le faire peut-être un petit peu différemment de d'habitude. C'est-à-dire peut-être moins sur le côté sportif et plus sur, les à côté, du sport et notamment sur les aspects économiques. Eugénie, je commence par toi. Entre le moment où tu as commencé et aujourd'hui, tu l'as déjà dit plusieurs fois, tu aurais jamais imaginé peut-être jouer au Mexique dans un championnat professionnel, en étant passée aussi par les États-Unis. Et en ayant, joué dans des stades, pleins, mythiques. Raconte-nous un peu le le cheminement, en fait. C'est vrai que quand je reviens au tout début, moi, j'ai commencé le foot, c'était vraiment, par passion. C'était le sport que je voulais faire, c'était toute ma vie, j'ai commencé en club à l'âge de 4 ans et j'ai toujours voulu faire ça. Donc j'étais loin de m'imaginer que j'allais avoir ce parcours-là et en plus, quand j'ai commencé, le football féminin en France, il y avait pas de professionnels, il y avait pas de c'était pas médiatisé, il y avait rien, si je peux dire. Il y avait que des filles qui jouaient dans leur club. Il y a eu des pionnières, mais il y avait rien de concret de pro et cetera. Donc moi, j'ai suis au fur et à mesure que j'ai avancé, en fait, d'année en année, je continuais à jouer, je voulais être la meilleure possible, mais ça, c'était par,
par conviction, par rapport à mon caractère tout simplement. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond et du coup, c'est pour ça que j'allais, d'année en année, j'étais de mieux en mieux, jusqu'à un moment où j'ai senti que je pouvais, peut-être faire carrière, mais c'est arrivé très tard. Hem Et donc je suis arrivée pro, en fait, quand le football «pro» entre guillemets est arrivé en France et j'avais 20 ans, quand j'ai signé mon premier contrat donc ou 19 ans. Donc c'était déjà très tard et j'avais pas de rêve de ça. Aujourd'hui, les petites filles, c'est ça qui a changé, c'est que tu peux penser à une carrière quand tu débutes le foot, moi c'était pas du tout le cas. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a forgée parce que forcément j'ai eu beaucoup de contraintes, sur mon chemin et beaucoup de gens qui m'ont dit que, bah, le foot c'était pas pour les filles, que donc j'ai grandi avec ça et je me suis battue contre cette idée parce que pour moi j'avais la conviction au fond de moi, même à l'âge de 4 ans, 5 ans que, bah, si, tout le monde peut jouer au foot, on a tous 2 pieds, 2 jambes et pourquoi, sous prétexte que je suis une fille, j'aurais pas le droit de jouer? Je trouvais ça insensé et j'ai bien fait de me battre parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je vis de ma passion. Aujourd'hui, je suis, professionnelle et voilà, je suis passionnée donc c'est le plus beau cadeau que je pouvais avoir et hem et en parallèle, j'ai aussi, bah, beaucoup appris, comme tu l'as dit, sur le la les aspects économiques, business, tout ça parce que bon, quand j'ai commencé, je pensais pas à tout ça mais c'est vrai que quand on voit dans d'autres pays comment ça se développe, comment ça évolue, bah, on a envie aussi de vivre la même chose, en France. Donc je me suis beaucoup inspirée forcément des États-Unis et c'est aussi pour ça que j'avais envie d'y jouer parce que quand j'entendais Mmh. football féminin, bah, le pays, phare pour moi, c'était les États-Unis et tout ce qui va avec, les titres, le développement, tout le business, le professionnalisme, donc c'est pour ça que j'avais envie de découvrir, le football là-bas et que j'y suis allée et puis voilà le parcours un peu, comment ça s'est fait, quoi. Merci Eugénie et on reviendra aussi sur les États-Unis et sur certaines joueuses avec lesquelles tu as joué qui ont sans doute aussi, mené des combats, utiles dont l'ensemble, des joueuses peut bénéficier aujourd'hui. Marie, toi tes combats ils sont, multiples, et déjà faire du sport. Tu veux bien nous en parler un peu et puis surtout arriver à cette idée que tu formules très bien sur, comprendre sa valeur? Ouais, ouais, je pense que c'est un des points communs qu'on a avec Eugénie, c'est que le sport, moi, je l'ai découvert, très tôt et j'en ai eu besoin, en fait. C'était vital pour moi. C'était vital pour pouvoir, connaître mon corps avec le handicap et hem et puis pour pouvoir m'exprimer aussi, exprimer des sentiments que moi-même, en tant qu'enfant, je comprenais pas forcément et c'était un peu un moyen de communication pour moi. Et puis j'ai grandi, en pensant que mon corps n'était pas fait pour le sport de haut niveau, parce qu'on n'avait pas de visibilité, on n'avait pas de représentation du sport paralympique et hem et donc je suis devenue médecin parce que c'était un de mes deuxièmes rêves et puis, à la fin de mes études, parce que je faisais médecine militaire à ce moment-là, je me fais réformer parce que mon handicap se dégrade et mmh et hem et le chirurgien me dit: «Bah, il te reste en gros le vélo, la natation». Et je décide de partir vers le cyclisme et là, je fais une rencontre, qui change un peu tout, qui est, celle de Grégory Baugé, qui est vice-champion olympique de cyclisme sur piste et qui décide de m'accompagner pas à pas, d'abord dans l'apprentissage du cyclisme et puis il m'a emmenée jusqu'à cette médaille d'or, aux Jeux de Paris et c'est vrai que pendant, toute cette aventure, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai mis un terme à ma carrière sportive, j'ai commencé à me rendre compte de plusieurs choses. Déjà de le peu de place qu'on faisait à la femme dans le sport et parfois le peu de respect qu'on lui accordait. J'ai aussi observé le fait que chaque sportive était assez isolée et que le système sportif français faisait en sorte de les isoler, de surtout pas faire en sorte qu'elles s'unissent, pour faire front et changer les lignes et j'ai aussi observé que surtout dans le sport féminin, on parlait pas d'argent. C'est-à-dire qu'aucune sportive aujourd'hui en France est réellement capable de donner sa valeur financière, ne serait-ce que pour faire une conférence. Il y a encore aujourd'hui trop de sportifs qui acceptent de le faire, gratuitement et moi-même, hein, au début, je n'avais aucune, j'avais aucun repère pour savoir combien je valais et ça, c'est vrai qu'au fil des années, c'est quelque chose que j'ai appris à faire et maintenant,
j'essaye en tout cas de le transmettre aux jeunes sportives pour qu'elles aussi, elles trouvent leurs repères. C'est important ce que tu dis dans à travers les premiers échanges que j'ai eus dans les podcasts et notamment avec, Nodjalem Miaro qui est la présidente de la LFH et puis ancienne grande joueuse de hand, elle dit dans sa position là de présidente de la LFH, elle dit: «On rencontre des tas d'entreprises qui nous disent: "C'est formidable ce que vous faites, c'est le sport féminin, c'est vraiment génial"». Et au moment où on passe, aux choses sérieuses, c'est-à-dire dans une discussion, il faut parler d'argent à un moment et ben là, ça devient compliqué et en fait, c'est des tas de discussions qui n'aboutissent pas. On a l'impression effectivement que l'argent est un peu banni du sport féminin, qui doit rester un territoire d'expression mais pas économique. Moi, j'ai l'impression que finalement, c'est l'écosystème dans sa globalité qui n'inclut pas les femmes. C'est mieux, il faut toujours célébrer les progrès, mais il faut toujours rester aussi assez, réaliste sur, le chemin à parcourir, en fait. Ouais, si je peux rajouter quelque chose, moi ça serait c'est un problème sociétal. Ça veut dire que ça va au-delà du sport des performances, c'est que ça a été ancré dans la société et qu'on a aussi du retard par rapport aux hommes. Donc, la place qui a été prise par les hommes, quand je dis par exemple quand je prends souvent l'exemple du foot où on a 50 ans de retard parce que, bah, on n'avait pas le droit de jouer, il y a 50 ans. Bah, pendant ces 50 ans, le système économique s'est développé au niveau des garçons. S'est professionnalisé, les entreprises ont investi, dans le sport masculin et en fait, aujourd'hui la place qu'ils ont pris, bah, c'est dur de leur enlever, et de le partager en fait et c'est ce qui est dommageable et c'est ce que les entreprises aussi doivent comprendre et les acteurs économiques, c'est que bah, il faut, laisser la place, parce que malgré nous, on n'a pas demandé toutes ces règles et toutes ces interdictions, en fait et aujourd'hui enfin, on subit ça quelque part et l'histoire est bien plus profonde qu'une simple performance ou le fait simplement d'être une femme. Ouais, non et puis même les entreprises qui investissent, bah, c'est malheureux à dire, mais on nous propose des cacahuètes, quoi. Enfin, quand on voit ce qu'ils proposent à des athlètes, alors là, moi, je parle plus d'un sport individuel, mais à des athlètes masculins, heu, derrière ces entreprises-là vont se féliciter de soutenir le sport féminin, mais finalement, elles vont que renforcer le plafond de verre, qui est enfin, je l'ai même entendu dire que, investissez dans le sport féminin, ça coûte pas cher, quoi. Et Mmh. ce plafond de verre, il est oppressant, il est extrêmement limitant Mmh. et même les entreprises qui aujourd'hui, «investissent» entre guillemets dans le sport féminin, bah, ne font que le renforcer. Oui et on est toujours partagés entre, le fait de dire, déjà il y a des c'est quand même bien qu'il y ait des entreprises qui investissent, mais effectivement, on a besoin quand même d'alliés. On a besoin d'alliés économiques qui font un pas en avant et qui décident de changer les choses, qui décident de bouger les lignes. Moi, j'ai en tête, 2 exemples, donc jusqu'à très récemment, je parlais toujours de la banque Ally aux États-Unis, parce que cette banque en 2022 avait annoncé publiquement sa décision d'équilibrer ses achats médias en valeur entre sport féminin et sport masculin. Ce qui impliquait que les médias puissent diffuser des programmes de sport féminin leur permettant des achats médias en valeur équivalent. Donc ça veut dire du prime time en fait, aux États-Unis. Donc le message de Ally, il était super puissant parce qu'il bousculait l'écosystème. Hem, on a aujourd'hui un exemple en France. On a Orange, qui dans son partenariat avec la 3F a annoncé 50-50. C'est-à-dire que l'argent qui est engagé par Orange, pour son partenariat avec la 3F va bénéficier à 50 au football féminin, 50 au football masculin. Pour le coup, c'est un message qui est hyper puissant, qui contribue au rééquilibrage. Moi, je trouve que c'est une inspiration très intéressante et c'est, pour la première fois, on parle vraiment d'argent, là. Ils ont annoncé ça, c'est sur le budget. C'est pas des dispositifs équivalents ou
ou on va faire la même chose chez les garçons et chez les filles. C'est non, le budget, c'est 50-50. Je trouve que c'est intéressant. Oui, mais En c'est la espérant. première fois. Ouais. Il faut toujours un premier et en espérant que Voilà. ça en inspire d'autres. Mais le premier pas est toujours le plus dur. Donc là, on pourrait se dire que le plus dur a été fait. C'est une grosse entreprise française qui montre l'exemple, entre guillemets, et qui le fait. Moi, j'espère que ça suivra derrière d'autres choses, ouais, qui seront autant impactantes. Mmh. Et moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport au fait à la valeur et etc. Et j'ai le souvenir d'un discours de Michel Kang justement sur ça et ça m'avait, beaucoup marqué et je m'en rappelle très bien et elle nous avait dit qu'en fait, pour une de ses équipes aux États-Unis, c'était Washington, le sponsor maillot, elle avait eu des propositions. Elle cherchait un sponsor maillot, elle avait eu des propositions d'entreprise, mais qui étaient pas à la valeur de ce qu'elle, elle pensait qu'elle pouvait rapporter et ce qu'elle avait comme, ambition. Donc on lui proposait des milliers d'euros, je crois même des centaines de milliers d'euros, mais pour elle, c'était pas assez, c'était pas ce que valait, son sponsor maillot pour son équipe féminine. Et du coup, elle a dit non à elle disait à une centaine d'entreprises jusqu'à ce qu'il y en ait une qui mette, plusieurs millions et pour qui elle a dit oui et au final, elle s'est dit: «Bah, voilà, j'ai bien fait». Parfois, tu refuses, voilà, sans contrat pour avoir le bon, et au final, bah, elle a eu raison parce que c'est ce qui a, donné encore plus de valeur à son équipe. Ouais et puis il faut enfin je trouve que c'est important d'apprendre à dire non et surtout de savoir où est-ce qu'on se place dans l'univers du sport féminin. Parce que en fonction de son palmarès, en fonction de sa visibilité, hem, en fait, si on accepte ou pas un contrat, si on accepte ou pas un soutien financier avec une marque, en fait, ça nous concerne pas que nous, ça concerne toutes les personnes qui sont derrière nous, en termes de valeur financière et si on se retrouve à accepter trop bas pour qui on est et ce qu'on vaut, bah, qu'est-ce que vont récupérer les jeunes derrière? Et il y a ça aussi qui est hyper important, c'est que quand on se retrouve à accepter un partenariat avec une marque, juste pour, de la dotation, vestimentaire quand on est, médaillé olympique, bah, il reste quoi pour la petite jeune qui sort de pôle, qui arrive à l'INSEP? Il lui reste 3 paires de chaussettes, quoi. Donc il y a aussi ça à prendre en considération quand on signe. Parfois, il faut alors je sais que bah, c'est challengeant, quoi. Enfin, il faut avoir un peu de courage et aimer prendre du risque pour pouvoir dire non à des comme ce qu'a fait Michel, quoi. Si on veut vraiment rentrer et construire un écosystème solide avec, un peu une strate, et plusieurs échelles de valeurs, bah, c'est aussi important de connaître sa valeur pour respecter, cette ce système-là, quoi. Et quand tu dis connaître sa valeur, je pense que ce soit un sport individuel ou un sport collectif, hem, en fait, les stratégies, elles peuvent être tout à fait les mêmes. Les discussions avec des partenaires potentiels, elles sont construites sur des histoires et sur des performances, les 2. Ce que tu dis, hein. Il faut connaître la valeur d'une médaille, mais il y a aussi la valeur de son histoire, de ce qu'on représente, des valeurs qu'on défend. Pour un club, bah, c'est une vraie stratégie marketing de raconter l'histoire, de dire, pourquoi on est là, ce qu'on veut défendre. Ce que Michel a très bien fait dès le départ avec Washington Spirit et qu'elle est en train de faire avec, OL Lyon et London, Lionesses. Hem, Ce que ça demande en fait, c'est du temps et c'est la capacité à dire non à de l'argent qui peut arriver, mais qui va pas être à la hauteur de la valeur, mais qui va faire tourner la machine et qu'on va prendre parce qu'on a besoin de cash, en fait. C'est là que la notion d'investissement, elle est fondamentale. En fait, on ne peut pas se valoriser si on n'investit pas. Et dans les sports co, le gros problème qu'on a eu en France jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas eu d'investissement, en fait, ou très très peu ou très rarement. L'OL Olympique Lyonnais d'Apport, OL Lyon, c'est sans doute un exemple un peu à part comme Basketland ou Rest Bretagne Handball. Voilà, enfin il y a quelques clubs qu'on peut citer comme ça, qui sont plutôt un peu des exceptions
des clubs qui se sont construits avec des vraies trajectoires et du temps, et donc qui peuvent dire non à un ou 2 ou 3 sponsors qui vont partenaires potentiels qui vont proposer quelque chose qui est pas à la bonne valeur. Mais pour pouvoir dire non, il faut avoir 1 une stratégie et 2 du cash pour attendre. Ce dont le sport féminin manque cruellement, on le sait depuis longtemps ça. Je trouve que dans le milieu du sport et surtout dans le sport féminin, il y a un truc qui manque cruellement, c'est qu'on n'est pas éduqué à tout ce côté investissement, à tout ce côté business et c'est pour ça que, bah, quand tu es venue à notre rencontre et à ma rencontre particulièrement, Sophie, moi, c'est quelque chose qui m'a vachement, en tout cas, éveillé ma curiosité en me disant: «Mais c'est vrai, il on a» moi, j'ai jamais rencontré, en tout cas, j'ai jamais eu l'occasion d'approfondir ce côté business dans le sport et on n'a aucune connaissance en tant que sportive et on est très vite paumé, quoi. Donc c'est vrai que quand on nous tend un contrat de 10 000, alors là, je parle moi de mon endroit où je suis en tant qu'athlète, non professionnelle, paralympique, parfois ça peut vite donner des étoiles aux yeux, alors qu'en fait la valeur, elle est avec au moins 0 de plus. Et ça, moi, je l'ai appris sur ma fin de carrière, mais on est tellement pas, éduqués à ça, on a tellement pas de connaissances que parce que pour refuser un contrat il faut avoir une sorte de confiance et pour avoir cette confiance, il faut avoir des bases d'investissement, en fait. On peut pas y aller, la fleur au fusil et on suit le vent, quoi. Donc c'est ça aussi qui nous manque cruellement, c'est que on n'est pas éduqué à se raconter et dans les sports individuels, je trouve que c'est encore plus important que dans les sports co, parce que dans les sports co, l'équipe peut raconter une histoire indépendamment de l'individualité. On n'est pas éduqué à ça et on n'est pas éduqué à l'investissement du tout. On n'a pas de repères aussi parce que quelque part on est la première génération où on est un peu mis en avant et c'est vrai que, bah, c'est nous qui mettons les repères aussi un peu. Je pense que dans le futur, ça sera un peu plus, facile. Enfin, du moins, il y aura des bases de connaissances. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, Sophie, sur, l'investissement, qui est pas mis et en fait, enfin, moi, à chaque fois que j'entendais pourquoi ils investissaient pas, dans le sport féminin, c'était, «Ouais, mais ça rapporte pas assez d'argent». Et en fait, il y a 2 choses. Il y a oui, il faut créer ce système, économique qui peut te faire apporter l'argent, mais la 2e chose, c'est qu'en fait, qui va avoir un retour sur investissement en 2 mois? Quand les entreprises ont investi, dans les sports, masculins, ils se sont pas dit, «Ça va être comme ça, le retour sur investissement directement». Il y en a, ils ont toujours pas de retour sur investissement d'ailleurs, pourtant ils y ont été. Donc en fait, c'est aussi, un problème, plus profond, quoi. Ça ne rapporte rien et ça n'intéresse personne. On l'a entendu 1000 fois, c'est surtout de la mauvaise foi et je crois qu'objectivement, personne, mais personne en France n'est en mesure de démontrer que l'investissement dans le sport féminin ne rapporte rien, parce que l'investissement n'a pas été fait. Donc il commence maintenant à être fait. On a des contre-exemples, il y a rien qu'à voir le Tour de France féminin de cet été, où il y a quand même eu un minimum d'investissement. Enfin, bah, et on peut pas dire que ça intéresse personne, quoi. C'est juste pas possible, enfin, Bah, la coupe du monde en France, c'est pareil. La c'est coupe du ça. monde de foot en France, on peut pas dire non plus. Les stades étaient pleins, alors oui, beaucoup de personnes n'auraient pas misé sur ça, mais au final, la réalité, c'est quoi? Mais je me souviens même de la coupe du monde de rugby Oui, 2014, ah oui. qui avait pas d'investissement du tout et qui a, mais passionné le public français. Enfin, aujourd'hui, vraiment, les gens sont de mauvaise foi, quoi. Ce qui est un peu frustrant pour nous en France, c'est de pas finalement avoir construit sur ces événements. Alors peut-être qu'ils sont arrivés trop tôt, hem, mais quand on voit ce que les Anglais ont fait sur le rugby et le foot, à travers l'Euro 2022 et puis la coupe du monde, de rugby 2025, on se dit que, on a eu ces événements chez nous. Alors 2014 pour le rugby, c'était peut-être très tôt, mais comme tu l'as dit Marie, ça avait très bien fonctionné. 19 pour le foot, je crois que c'est ce qui a lancé, la vague d'investissement aux États-Unis. La victoire de l'équipe américaine à Lyon a tellement marqué les gens, que,
que des Alexis Ohanian, Nathalie Portman, des Chris et Angie Long, beaucoup d'investisseurs se sont dit: «Il faut y aller, c'est le moment». Il y a une telle puissance, une telle force, un tel lien entre cette équipe, le public, que forcément ça va marcher. Et puis la deuxième chose qu'ils se sont dit, c'est que c'est pas possible de continuer à avoir de tels écarts entre les conditions qui sont celles des hommes et celles des femmes, en fait. Tout ce tout ce mouvement finalement, le lien puissant entre le public et les championnes, mais aussi cette conscience de l'écart et p ça a convaincu les gens, les Américains en tout cas, de dire: «Il faut y aller, c'est un marché fantastique». Il y a un lien, une authenticité super puissante. On n'a pas investi et ça a déjà fait ça, donc juste imaginez avec de l'investissement. Et c'est pour ça qu'on a eu ce mouvement incroyable depuis 5 ans aux États-Unis, qui se traduit par, des milliards investis. Après, il y a j'allais dire, il y a une différence de culture aussi, de la performance, du sport, masculin, féminin. C'est vrai que là-bas, ils idolâtrent les champions. Et bah, nous, c'est cool quand tu gagné, ouais, c'est sympa et puis après, on t'oublie, en fait. Et on l'a vu aussi pour les JO de Paris, où il y a beaucoup d'athlètes français qui se sont illustrés et aujourd'hui qui sont, enfin qui ont été mis en lumière et aujourd'hui qui sont, dans l'ombre et qui ont, bah, plus les mêmes contrats, plus les mêmes conditions qu'avant les JO pour les préparer et c'est ça qui est dommageable aussi en France. Donc il y a vraiment une culture à faire évoluer aussi et une prise de conscience, en fait, de tout ça. Alors justement, c'est ce qu'on va essayer on va essayer de voir comment les championnes, en fait, peuvent contribuer à changer la donne. Moi, j'ai en tête, le combat des Américaines pour l'equal pay, qui a été assez marquant. C'est une équipe qui gagnait tout. L'équipe américaine, masculine, est quand même pas très forte. Mais il a fallu quand même un combat juridique hyper long pour qu'elles réussissent à obtenir de leur fédération les mêmes conditions. Et puis vraiment une égalisation des primes, basée sur la constitution d'un pot commun entre les revenus des coupes du monde masculines et féminines. Donc en fait, ils raisonnent par duo de coupe du monde masculine et féminine. Ils font un pot commun des revenus et ensuite ils ont un barème et selon que c'est, finale, demi-finale et cetera, c'est le même barème pour les joueurs et les joueuses. C'est c'est un combat qui était très intéressant à suivre et très complexe. Eugénie, si tu veux bien, moi j'aimerais parler de ce qui vous a amené au niveau de la fédération à prendre, la parole, à prendre des positions. Je On n'est pas obligé de revenir dans le détail, mais ce que j'ai vu d'un côté, c'est des Américaines qui vont recruter des avocats, qui vont y aller à fond parce que le système est très business et que c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. En France, quand vous avez pris la parole, ça a été quand même très compliqué. Et pourtant, c'est nécessaire, en fait, cette visibilité, cette capacité à prendre la parole et à prendre la place pour dire des choses importantes. Comment on peut faire pour réussir à finalement le rendre normal? C'est vrai que ce que tu dis, c'est juste. Les Américaines l'ont fait, elles l'ont très bien fait, elles ont réussi à obtenir quelque chose d'incroyable et bah, pour moi, elles ont été inspirantes. Alors, moi, j'ai dit tout à l'heure que je me suis toujours battue contre l'idée, qu'une fille ne pouvait pas jouer au foot, hem et j'ai toujours eu ça en moi. Alors au début, c'était juste pour avoir le droit de jouer au foot, mais après c'était pour avoir un peu plus de droits au fur et à mesure. Et encore, il y a quelque temps, on m'appelait la syndicaliste dans l'équipe parce que moi, j'osais dire des choses, que je trouvais injustes et j'ai toujours, détesté l'injustice et j'ai toujours essayé de combattre ça et défendre des causes, qui me semblaient justes, c'était un peu, normal pour moi et donc je le faisais un peu dans mon coin, j'essayais de le faire et quand j'ai été aux États-Unis ou même quand j'ai vu ce qu'elle faisait, je me suis dit: «Bah oui, c'est comme ça qu'il faut faire, en fait». Il faut essayer de faire entendre sa voix, pour des combats qui nous semblent justes
et ça peut marcher. Donc c'est aussi pour ça qu'on a moi, ça m'a inspirée. J'ai essayé de transmettre ça aussi en France à certaines et de dire qu'en fait, il faut parler, il faut, bah, se battre, oui, et puis, bah, ensemble. Parce que moi, je le fais dans mon coin, c'est pas la même chose que si on est plusieurs. On a forcément plus de poids, même si Marie disait, «Les gens n'aiment pas trop quand on a trop de poids». Je sais ça, et je le connais bien maintenant, avec plus de recul. Hem, donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai toujours essayé d'emmener des gens avec moi pour le faire, et on a fait évoluer des choses, hein. La convention collective de l'équipe de France, c'est quelque chose qu'on a voulu faire parce que, c'était important de le faire, et que quand tu expliques bien aux filles, elles comprennent aussi. La fédération a compris. En fait, c'est pas les uns contre les autres, c'est qu'on est ensemble pour construire quelque chose qui va, permettre à tout le monde de s'y retrouver, et c'était dans ce sens aussi que moi je voulais faire les choses. Je le fais pas pour moi parce qu'il y a beaucoup de combats que j'ai faits, moi j'étais bien dans ma situation. Rémunérée pour le foot, j'avais des bonnes conditions. À l'OL, j'ai toujours été, dans des bonnes conditions, mais en fait, ça me plaisait pas que les autres, ne puissent pas avoir ça, et en fait, dans mon monde de bisounours, je voulais que tout le monde soit pro, que tout le monde ait des bonnes conditions, que voilà, pour moi, c'est comme ça que je vois le sport féminin, le sport pro. C'est pas qu'une équipe dans le championnat qui est pro, quoi, et c'est aussi pour ça que j'ai eu pas mal de combats, au niveau de la convention collective, en France, au niveau du championnat, qui n'est toujours pas signé, qui n'avance toujours pas, et ça, c'est très, très triste et dommageable. Marie, toi, c'est d'autres challenges, en fait, dans les sports individuels, hem, mais qui sont, fondamentaux. Je sais pas si tu as envie de reparler de Tokyo? Ouais, moi ça va là pour le coup, ça va au-delà de l'argent quoi et du business. Oui. Ça va, on parle de respect, on parle de discrimination et en fait, pour reparler des américaines, j'ai l'impression quand même aux États-Unis que le la carte avocat est beaucoup plus, facilement sortable qu'en France. Nous, on n'est pas trop éduqués à ça. On n'est pas trop éduqués à dire: «Attends, j'ai un problème, il y a pas de souci, avocat». Déjà parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir aller le chercher, mais c'est pas dans notre mode de fonctionnement et pourtant, une avocate, ça permet quand même de se protéger parce que, dans certains combats, ça fait un peu paravent et ça permet aussi, d'avoir peut-être une autre rhétorique pour pouvoir, mener ces combats-là et moi à Tokyo, c'est vrai que pour résumer Tokyo, la phrase qui résume Tokyo, c'est que si je voulais pas un sport sexiste, il fallait que je fasse un sport de filles. Et de là, est né un combat assez rude, heu, où je me suis faite accompagner d'une avocate, hem et où il y a eu des risques financiers qui ont été pris. C'est-à-dire que j'ai refusé tous les sponsors qui venaient de la fédération, pour n'avoir aucune, comment dire? Dépendance financière, de la fédé. J'ai refusé des sponsors qui ne correspondaient pas à mes valeurs et à mes combats, pour être sûre que, derrière moi, il y avait que des gens qui me soutenaient et donc au final, si je fais les comptes, j'ai refusé autant d'argent que ce que je n'ai signé et je fais partie, je pense, des athlètes paralympiques les mieux sponsorisés, pendant ces Jeux de Paris, quoi. Donc j'ai refusé beaucoup d'argent. Hem, voilà, mais c'est un combat je suis restée sur mes valeurs et on va pas se mentir que 2023 a été hyper dur et que j'ai failli tout arrêter. L'histoire se finit très bien et tant mieux, mais on peut pas porter ça toute seule. En fait, un combat, aussi profond soit-il, parce que Eugénie le disait au tout début, ça va au-delà de la performance. C'est bien plus ancré, ça va au-delà du sport, c'est dans la société. Aujourd'hui, on peut pas bouger les lignes toute seule. On peut pas et j'ai envie de dire, on peut même plus bouger les lignes ensemble entre sportives. Il faut s'allier avec le business, avec le juridique, mais aussi, in fine avec, bah, avec, le s aussi un peu avec le sport masculin. C'est-à-dire que le jour où, des clubs masculins diront à ses sponsors: «Bah, c'est 50-50 comme a fait Orange, pour à la fois la branche masculine et la branche féminine», bah, là, on pourra dire qu'on a des alliés chez les hommes. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, pour vraiment faire bouger les lignes, parce que ça va au-delà du sport, il faut une alliance, qui va au-delà des frontières du sport. Moi, je suis très fière de vous avoir à bord,
du projet. On va en reparler dans pas longtemps, parce que j'ai une conviction, forte, c'est que les championnes sont exceptionnelles. Hem, Vous êtes là et vous êtes exceptionnelles pour 2 raisons. D'abord parce que vous êtes des championnes hors pair avec des palmarès incroyables, mais en plus, vous êtes, dans la vie, en fait. Vous avez cette double enfin, vous êtes dans la vie, vous êtes pas hors planète. Les championnes sont des personnes avec une capacité à délivrer des messages qui, à mon sens, est hyper puissante. Voilà, et je trouve que on ne laisse pas suffisamment la place. Le système médiatique, on en a parlé un tout petit peu au début, il est pas fait pour laisser la place aux championnes, alors que le message, il est incroyablement puissant de ce que vous avez à dire. Il touche les gens directement parce que vous êtes un peu comme nous. Enfin, moi, j'ai en tête ce que m'a dit Marie, la première fois que je lui ai parlé. Je lui ai dit: «Je porte un projet, est-ce que vous auriez, 1/2 heure pour un échange en visio?» Et Marie m'a dit: «Ah non, pas du tout. Par contre, j'ai 3 heures pour un déjeuner pour parler d'un sujet comme ça». Et je me suis dit: «Ah, c'est génial, en fait», parce que là, je suis face à quelqu'un qui, c'est une grande championne, mais en tout cas, elle fait de la place pour une discussion sur un sujet, qui est, l'économie, le du sport féminin, et on va avoir une relation qui va être, normale, Ouais. en fait. Ouais, voilà, et ça, c'est hyper important, en fait. C'est super puissant pour toucher les gens. Cette parole est puissante, et ben, comment on fait pour qu'elle se diffuse? J'ai, une dernière chose que je veux dire, et en particulier pour par rapport à toi, Marie, c'est j'ai revu ce week-end les 2 reportages, qui avaient été diffusés l'année dernière sur Canal, l'un sur Laure Manodou et l'autre sur Marie-Jo. Mmh. Hem, la façon dont on a, en France, heu, détruit nos championnes. On a on avait quand même 2 championnes, là aussi exceptionnelles, avec des palmarès, incroyables, et on a décidé que c'était bien de les détruire pour, des raisons, parce qu'on n'était pas d'accord avec certaines décisions qu'elles avaient prises, parce qu'on s'est autorisé à juger, mais en fait, qui on est, et les médias, qui sont-ils pour juger et pour décider de mettre une telle pression? Voilà, donc on a beaucoup de raisons de faire de la place aux championnes, de les voir s'impliquer, parce que, leur message touche à tous les niveaux. Ouais, mais tu sais, le sport, alors surtout le sport olympique, il a été créé par un homme pour les hommes, blancs, valides, hétéros, heu et à partir du moment où tu sors de ces cases-là, si tu prends trop de place, tu déranges, et ça, c'est une réalité que, les docus de Laure et de Marie-Jo, je trouve, objectivent, énormément, mais ça veut aussi dire que c'est une chose le sport féminin a par rapport au sport masculin, c'est que, on a énormément de choses à raconter. On a une inspiration qui est totalement différente de celle du sport masculin. Je dénigre pas du tout l'inspiration que procure, le sport masculin, c'est juste que, bah, c'est presque 2 sports différents et 2 manières de se raconter différentes, et c'est de cette valeur-là, je pense, dont il faut prendre conscience, pour pouvoir après, bah, investir avec, quoi. C'est-à-dire que nous, championnes, on a ce devoir de réaliser qu'on a, bah, un trésor caché, qui demande qu'à être dévoilé. C'est ça, prendre la place. Ouais. Et je dirais aussi que, bah, moi, l'une des raisons aussi de pourquoi, par rapport à l'équipe de France, c'est parce que je prenais trop de place, et ça, j'en suis persuadée. Enfin, il y a des choses, en fait, on dérange, comme tu disais. Quand tu as trop d'expérience, quand tu es, un peu plus, bah, forcément évolué, tu prends plus de place et tu déranges. Et ça, les gens ont du mal avec ça. Et les championnes que tu as citées tout à l'heure, Marie-Jo, Laure Manodou, c'est vrai que c'était incroyable. On avait des championnes, c'est de fou.
et on les a, dénigrées, on les a rabaissées, alors que dans d'autres pays, elles auraient été idolâtrées, elles auraient eu des statues partout, des des noms de rue partout, des c'est incroyable, en fait. Et moi, c'était une évidence pour moi quand, Sophie, tu m'as parlé de ce projet. Au vu de mon parcours, au vu de ce que je pense de tout ça et de là où je veux aller, ben, pour moi, c'était logique et c'était ouais, ça allait de soi que je voulais, soutenir le projet, que je voulais, y participer et j'espère qu'on pourra faire de grandes choses. Et j'avais déjà enfin, moi, c'était un peu différent, j'ai déjà investi dans d'autres boîtes, dans d'autres startups, mais pas liées au sport féminin, liées au sport, mais pas au sport féminin. Et quand, bah, tu m'as présenté ce projet, je me suis dit: «Mais c'est sûr, je veux y être». J'ai investi dans d'autres projets, pour, le sport en général et là, bah, soutenir une cause, qui me tenait encore plus à cœur, c'était pour moi, ouais, une évidence. Oui et puis pour moi, ça c'était aussi, donner une représentation de sportives qui investissent. En fait, tout au début du podcast, on parlait d'investissement, on se demandait ce que ça voulait dire. On a cité l'exemple de Michel. Bah, voilà, je me dis, en fait, on a besoin de représentation en France. On n'est pas éduqués à l'investissement, nous, sportives. Bah, je me dis: «C'est important que les jeunes sportives voient des anciennes, celles qui ont un peu de cash quoi, qui investissent parce que finalement ce sera un exemple qui, je l'espère, sera reconduit et reproduit à plus grande échelle. Aussi une manière de dire parce que moi je demande de l'investissement dans le sport féminin, dans le foot, dans d'autres sports et c'est une manière aussi pour moi de dire: «Bah, moi je le fais, je demande mais aussi je le fais et je fais partie du truc», donc voilà, on est ensemble, quoi. Alors aujourd'hui, en fait, il y a un trend, d'investissement qui est particulièrement puissant aux États-Unis, là encore, parce que c'est la culture de, heu, l'industrie du sport, le business du sport. La première qui s'est lancée dans l'investissement, c'est sans doute Serena Williams. Mais par contre, l'investissement dans le sport féminin, c'est très récent. Mais Alex Morgan a investi dans dans le club de San Diego. Bah, Serena Williams a investi, je crois, dans la franchise, WNBA de Toronto. On a Ons Jabeur et Naomi Osaka qui ont investi à North Carolina, là aussi en NWSL. On a un espèce de mouvement là, Sue Bird qui a investi à New York dans l'équipe de NWSL de Gotham. On a ça qui commence à se mettre en route. Elles ont aussi Sue Bird, Alex Morgan cofondé Together avec Chloé Kim et Simone Manuel. Les championnes prennent la place. Donc avec Sport Power, on va expliquer ce que c'est, mais notre objectif, c'est de débloquer l'économie du sport féminin en France, de changer la donne, de porter des messages différents. Pour ça, on a créé un média qui est un média à vocation, d'éduquer le marché, de montrer le sport féminin sous un autre angle, sous l'angle, business, sous l'angle de la réalité des partenariats et puis de contribuer à faire monter la valeur, en fait. C'est ça l'objectif du média. Le podcast, il est là pour, là aussi, donner la parole, raconter et 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 montrer, en fait, la valeur Et et inspiré, je puis on rajouterais. est absolument inspiré. Et puis la dernière branche qu'on commence à développer, c'est la partie où on va vraiment amener les entreprises vers le sport féminin avec, 2 axes. Un axe, qui vise à amener un maximum d'entreprises, à découvrir, la puissance du sport féminin et on a donc ce concept qu'on est en train de lancer à Lyon. C'est la Sport Powerhouse. Donc c'est la première fois qu'on en parle là aujourd'hui, mais on a déjà une dizaine d'entreprises qui nous ont rejoints et on va accélérer. Donc ce sont des entreprises qui ont envie de comprendre ce qui se passe dans le sport féminin et qui vont venir participer à différents formats, des conférences, assister à des événements sportifs, avoir des échanges avec des championnes et finalement en comprendre la valeur et les messages, pour ensuite se projeter peut-être et on espère dans des partenariats à plus forte valeur. Donc c'est un peu notre espace découverte
Et puis après, il y a toute la partie, agence, marketing où là, on va, travailler à amener des grandes marques, vers le sport féminin. Donc on a beaucoup de choses à faire. Ça fait 7 mois qu'on a commencé, donc tout n'est pas encore, sur les rails. Mais c'est sûr que votre engagement, votre investissement, est fondamental en fait, parce qu'il délivre le message que vous êtes là, que vous êtes engagés. Et je dirais que votre investissement, il se double de quelque chose qui est fondamental, c'est votre présence dans le pilotage stratégique de l'entreprise. Et c'est fondamental que vous soyez impliqués dans ces aspects-là. Donc là, on n'est pas en train de faire le premier comité stratégique, mais un peu quand même. Je voulais juste rappeler ça parce qu'on n'a pas encore dévoilé forcément tout ce qui est Sport Power. On a surtout axé sur le média, mais l'ambition, elle est beaucoup plus grande. C'est vrai qu'en prenant part à cette, à cette aventure et à ce projet surtout, bah, c'était d'être pleinement investie. C'est-à-dire que ça m'intéressait pas d'être, juste, une tête ou un visage, qu'on met sur un poste, sans forcément de prise de parole, mais ça m'intéressait pas non plus de pas prendre part financièrement au projet et ça m'intéressait pas non plus de pas pouvoir donner mon avis, heu, qui soit, pris en compte en nous, mais en tout cas, je voulais que tout ça soit réuni pour pouvoir participer, en tout cas pour pouvoir prendre part à ce projet. Eugénie? Bah, moi, c'est pareil et je sais plus comment on a, amené la discussion d'investir dans le projet, mais moi, c'était une des Bah, je crois que conditions aussi, en fait. c'est toi qui l'a dit, hein. C'est C'est moi c'est qui toi avais qui m'as lancé le dit, ah ouais, c'est bah, je clairement toi qui l'as dit. bah, voilà, en fait, pour moi, je venais que si, je participais pleinement et participer pleinement, c'est oui, parce que forcément quand tu as, des parts dans l'entreprise, tu t'investis un peu plus et tu moins détaché que si tu donnes juste ton nom, comme l'a dit Marie, ou si tu fais juste, du conseil ou des représentations, voilà. Donc je voulais participer pleinement au projet et c'est un projet qui m'intéresse. On part de zéro parce qu'il y avait rien. C'est une première aussi en France, donc c'est challengeant et c'est ce que j'aime aussi et voilà, j'ai été pionnière pour plein de trucs et en fait, bah, ça continue quoi, donc mais voilà, je suis très enthousiaste et j'espère qu'on pourra faire, tout ce qu'on ambitionne et qu'on pourra aller loin, donc voilà, très contente en tout cas de débuter cette aventure. Comme tu l'as dit, c'est pas, d'aujourd'hui, on a déjà travaillé en amont, mais aujourd'hui, c'est un peu le dévoilement, on va dire. C'est ça, c'est l'annonce aujourd'hui. Reveal. C'est le reveal. Et donc un moment super important évidemment pour nous, pour toute l'équipe, qui bosse, chez Sport Power. Je crois que côté business, côté, grand public aussi, il y a une attente. On a besoin de tout le monde, on a besoin des femmes, on a besoin des hommes, on a besoin que les femmes investissent dans le sport féminin, on a besoin que les hommes investissent dans le sport féminin. Comme il y a des femmes qui investissent dans le sport masculin, je pense que c'est pas pour rien qu'on est, une société, on vit ensemble, on se complète et on a besoin de tout le monde. Et je dis souvent, bah, l'une des problématiques, c'est qu'on pense que, on doit dire aux petites filles: «Si, tu as le droit de jouer au foot» et cetera. Je prends mon exemple pour le foot, mais on doit aussi dire aux petits garçons que on doit les éduquer, en fait. On doit leur dire: «Oui, c'est la petite fille qui va jouer au foot, c'est normal». Alors qu'avant, c'était pas normal et je dis souvent que j'en veux pas aux papys, même, aux grands-parents, à mes grands-pères qui, pensaient, la même chose, en fait et qui, eux, avaient été éduqués dans une société où, la femme n'avait pas le droit de jouer au foot. Donc pour eux, ils ont construit ça et c'était très difficile de déconstruire et aujourd'hui, c'est ce qui change. Il faut que les petits garçons soient éduqués dans un environnement où, bah, oui, les femmes font du sport, c'est normal. C'est aussi dans l'ère de l'émancipation de la femme, mais c'est de manière générale, le sport féminin Mmh. évolue. Les femmes font du sport, elles restent plus qu'à la cuisine et cetera. C'est des choses qui vont prendre du temps, mais on avance et moi, je suis très optimiste, pour la suite. Moi, je crois que là où on en est arrivé aujourd'hui, il est très clair que le potentiel de développement du sport féminin, il est immense, en fait. On a franchi des caps, heu, on a vu les succès des grands événements. Ça ne peut que progresser et maintenant ce qu'il faut décider finalement, c'est à quelle vitesse
ce qu'il faut décider pour nous en France, puisque Sport Power va d'abord travailler sur la France, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et où on veut être. Et je pense qu'on a un message qui est super puissant à passer, c'est que on a des championnes exceptionnelles qui peuvent être des leaders fantastiques pour mener le sport féminin à l'endroit où il doit être, c'est-à-dire au plus haut niveau mondial. Donc on a aujourd'hui tous les ingrédients qui sont en place. On sait que le sport féminin porte des valeurs qui sont puissantes, qui rallient les gens. On sait que le niveau d'attention du grand public, alors que l'investissement est faible, alors que la médiatisation est faible, est quand même exceptionnel. Donc finalement, c'est un terrain d'investissement qui allie croissance et sens. Je dirais même qu'il allie croissance, sens et impact, ce qui fait quand même un super terrain d'investissement. Donc c'est ça aussi qu'on va porter ensemble avec Sport Power. Allez, je vous pose mes questions signature. Eugénie, je commence par toi. Ton moment de sport féminin? Hem, Mon moment de sport féminin. C'est difficile d'en choisir un. Je vais parler de Marie-Josée Pérec parce que j'ai vu aussi son reportage il y a pas longtemps et j'aurais aimé, en voir plus d'elle, qu'elle m'inspire encore plus parce que c'était une championne formidable et je pense que si elle avait été mise plus en lumière, aujourd'hui, on serait encore plus évolué dans notre société sur le sport féminin. Donc je vais citer son nom parce qu'elle le mérite et bah, mon moment de sport, c'est ses victoires et ses médailles et ce qu'elle inspire malgré tout aujourd'hui, même si elle méritait plus et si on méritait plus d'elle. C'est beau. Marie? Moi, comme Eugénie, je pense que j'aurais du mal à en citer un et par contre, quand on me parle de sport féminin aujourd'hui, la première image qui me vient, en fait, c'est tous ces stades de foot et de rugby qui sont pleins à chaque fois qu'il y a un match. hem, de sportive qui a lieu, que ce soit le dernier Euro qu'il y a eu, que ce soit la coupe du monde de rugby. Enfin, en fait, je me dis que c'est au-delà de qui gagne le match, c'est hyper important parce que ça laisse des archives d'images où les filles, les femmes réunissent des stades pleins, où les gens viennent, où les gens payent pour pouvoir les voir et c'était la première étape pour dire: «Bah, en fait, regardez, heu, on intéresse, le public et le public paye pour venir nous voir, donc investissez dans notre sport pour qu'on on se développe encore plus et pour moi dans tous les combats comme ça, la première étape, c'est la représentation et du coup, quand on me parle de sport féminin, je pense à tous ces stades pleins qui sont une représentation. Maintenant, quand on ira, à l'INA, chercher des archives d'images, on n'aura plus des stades vides. On aura des stades pleins avec des ambiances incroyables et ça, c'est hyper important. Génial. Et tu enchaînes avec, la 2e question signature, c'est: que signifie pour toi coalition, Marie? Pour moi, coalition, c'est, une alliance, de personnes, qui, partagent, en tout cas les mêmes valeurs, au moins à 90 et qui ont, ce 10 supplémentaire qui leur sont, uniques et qui permettront de challenger un peu tout le monde pour avancer dans la même direction et c'est ce que je retrouve dans Sport Power, c'est-à-dire que, on a toutes envie, d'aller, dans la même direction et on a toutes aussi nos atypies et nos identités qui sont tout autant respectées et c'est ça pour moi la coalition. Waouh! Génie. Que signifie pour toi le mot coalition? Je veux pas répéter ce qu'a dit Marie, même si je rejoins beaucoup sa perception. Hem, pour moi, la coalition, c'est une association de personnes, une association d'entités qui vont dans la même direction, qui ont un objectif commun, et qui vont s'allier pour atteindre cet objectif. Et qui vont mettre aussi chacune leurs atouts, leurs compétences, au service de cette coalition pour servir, une cause commune et j'ai aussi envie de dire ça fait puissance. Ça fait puissance et chacune, met un peu on va dire son petit grain de sel pour amener cette puissance vers le haut. Ça fait C'est un peu cette investissement. image. Aussi.
Exactement. Écoutez, merci à toutes les deux. Merci pour le podcast. Je pense que il y a beaucoup de valeur dans tout ce qui a été dit et je suis sûre que ça va beaucoup intéresser ceux qui vont nous écouter, ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent. Merci à toi, Sophie. Merci Sophie, merci Marie et Merci, Eugénie. hâte de voir la suite. C'était Coalition, le podcast de Sport Power. Merci de nous avoir écoutés. Et pour suivre toute l'actualité business du sport féminin, abonnez-vous à notre page LinkedIn et à notre newsletter sur le site sportpower.com. Et surtout, rejoignez-nous dans la coalition.